Donc, aujourd'hui, le talk, effectivement, on va parler de l'EDA, de l'Event Driven Architecture, et voir comment vous pouvez effectivement booster votre adoption d'EDA avec deux éléments, Async API, un nouveau standard effectivement dédié à la définition des architectures orientées événements, et Microx, un outillage open source sur lequel je travaille. Allez, zou, c'est parti. Donc, je m'appelle Laurent. La journée, je travaille chez Red Hat en tant que Solution Architect sur tout ce qui est pratique de développement moderne. Donc, ça englobe tout ce qui est relatif aux pratiques DevOps, le CI/CD, bien sûr à la nouvelle façon de packager, de containeriser nos applications, tout ce qui est aussi transformation des architectures, des applications monolithiques vers les microservices. Et puis la nuit, j'ai un autre chapeau, voilà, je suis committeur open source. Et j'ai un background sur tout ce qui est effectivement architecture très distribuée, donc bien sûr Kubernetes depuis des années, mais même avant ça, tout ce qui était relatif aux architectures de services, à la SOA, et puis bien sûr la déclinaison logique, tout ce qui est relatif aux API, et puis aux problématiques d'intégration. Alors sur mon temps libre, je suis jardinier, et puis je m'occupe aussi de ma grande tribu quand je ne code pas. Donc, démarrons sans plus attendre. Le sujet d'aujourd'hui, c'est donc l'EDA. Voilà, comment justement améliorer, accélérer, booster votre adoption d'EDA. Alors, EDA, ce n'est pas un nouveau sujet. L'architecture orientée événement, on parle depuis des années de messages, mais c'est quelque chose qui devient primordial parce qu'effectivement, on se rend compte que nos architectures évoluent. On a commencé à découper nos monolithes en microservices et on se doit maintenant d'intégrer ces événements. Et on se doit de les intégrer je dirais, un peu partout. Et donc, ils ont maintenant une importance majeure, si bien qu'on va leur appliquer en fait une démarche qui est très proche de celle qu'on a dans le monde des API REST traditionnels, les démarches d'API management. Et donc, on parle maintenant d'Event Driven API. Alors, pourquoi justement, si on fait un petit historique, pourquoi on en est arrivé aux Event Driven API? Parce que notre monde aujourd'hui, on le connaît, c'est celui-là, un monde hyper connecté où toutes les devices parlent avec le cloud, avec d'autres devices, remontent des informations, remontent des alertes, voilà. Et globalement, effectivement, on a ces architectures hyper distribuées, hyper connectées, qui ont été rendues possibles justement par l'avènement des API REST, parce que justement, on a utilisé des protocoles standards, HTTP, un format standard, JSON la plupart du temps, pour permettre le découplage et permettre en fait à chaque petite bulle ici d'être implémentée dans des technos différents, d'être réalisée selon des cycles de vie différents. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces petites flèches sur le dessin ne sont pas simplement des flèches. Hein. Partout où il y a flèche, en fait, il y a du réseau, il y a de la latence, il y a des barrières, des frontières de sécurité, et il y a potentiellement en fait des risques d'erreur. D'accord? C'est ce dont on se rend compte quand justement on éclate nos applications en plein de microservices, c'est que en fait, si on reste sur des technologies HTTP, en fait, on a un couplage au runtime qui est hyper fort. Et si on a une application, une petite bulle qui se met à répondre lentement ou qui se met à yoyoter, eh bien, on peut rapidement avoir effectivement cet effet domino et effet qui fait tomber la totalité de notre SI. Donc, les API REST HTTP, c'est très bien pour le découplage technologique et le découplage du cycle de vie. Par contre, pour le découpage au runtime, c'est pas évident. Donc, forcément, il y a effectivement tout un champ d'amélioration possible parce que toutes les opérations qu'on réalise là avec de l'HTTP ne doivent pas forcément être réalisées de façon bloquante, temps réel. Beaucoup peuvent être réalisés sous la forme effectivement asynchrone, non bloquante, et donc on va pouvoir introduire le messaging. Le messaging et donc les événements qu'on va émettre et qu'on va transmettre entre nos différentes bulles, ça va nous apporter plus de résilience. Si un consommateur ou un émetteur n'est pas là, c'est pas grave. On backup le message et puis
on retentera plus tard quand il reviendra. Ça va nous apporter aussi plus d'élasticité. Quand on a beaucoup de messages à consommer, on met beaucoup de consommateurs. Ça va nous apporter des patterns de communication différentes, du publish-subscribe. Je vais pouvoir effectivement publier de l'information, voilà, sans forcément savoir qui la consomme et ce qu'on en fait. Et puis même sur des patterns de communication traditionnels, le question-réponse où je veux quand même très rapidement disposer de la réponse, je vais pouvoir mettre en place justement ce paradigme non bloquant pour permettre effectivement de consommer moins de ressources, de consommer moins de CPU. Ça, c'est plutôt effectivement toute la tendance qu'on met derrière les architectures réactives. C'est la transformation de tout ça en des appels non bloquants. Et puis, donc vous voyez pas mal effectivement d'avantages, de bénéfices à considérer des interactions événementielles là où on le peut. Et puis surtout aujourd'hui, le gros avantage, c'est qu'on a compris que nos données étaient plus dans des silos, restaient plus dans des silos ad vitam aeternam, elles étaient en mouvement. On le voit très vite quand on commence effectivement à découper une application en microservices. Si on veut plus de résilience, plus de performance, plus d'autonomie, d'indépendance, forcément, on va dénormaliser un petit peu, puis on va dupliquer de la data, d'accord? Et on a tous ces nouveaux patterns, effectivement, où on va se mettre à streamer de la data, des gros volumes de data, effectivement, en continu. Donc ça, vraiment, c'est encore un use case supplémentaire pour l'avènement de l'EDA, notamment dans tout ce qui est articulation entre les architectures transactionnelles du système d'enregistrement et puis les architectures plutôt big data, analytiques du système analytique, justement. Donc, on voit vraiment tous ces endpoints, tous ces canaux sur lesquels on va échanger en fait de l'information en asynchrone, ils deviennent vraiment critiques pour l'entreprise, critiques pour la relation aux partenaires, parce qu'on va aussi discuter avec les partenaires de cette façon. Donc, on doit vraiment leur porter une grande attention et on doit absolument les gérer avec autant de soin qu'on gère nos API aujourd'hui, avec les contraintes effectivement de sécurité, de versionning, donc vraiment toute la partie gouvernance qu'on a sur les API REST, il n'y a aucune raison qu'elle ne s'applique pas aussi sur ces API événementielles. Alors, tous ces challenges et ces démarches, ça peut effectivement aboutir à allez, je risque le petit jeu de mots, une situation un peu kafkaïenne, c'est-à-dire qu'effectivement, on risque déjà d'avoir, de lever en fait pas mal d'ambiguïté. Parce que effectivement, aujourd'hui, on n'a pas forcément une grosse expérience sur la façon de gérer ces endpoints, donc sur la façon aussi de gérer la documentation associée, voilà, sur la façon de communiquer, voilà le format de données que vous allez recevoir, que vous devez émettre, voilà le type de validation que vous devez faire avant d'envoyer, que vous pouvez faire au moment de recevoir, pour justement vous assurer que ce que vous recevez, c'est de bonne qualité. Donc ça, ce sont effectivement des points critiques. Si on ne les adresse pas, on va commencer effectivement à se prendre la tête. Et puis, il y a tout un ensemble de points critiques qui sont plutôt liés aussi, là, j'irais au cycle de delivery, à la façon dont on va travailler ensemble, coordonner les équipes et pour finalement délivrer en fait du software. Il y a il y a une problématique qu'on ne soupçonne pas au départ, c'est effectivement la question de l'accès à l'infrastructure. Quand on teste, quand on développe sur des technologies éprouvées, sur du HTTP, c'est super facile, on trouve des stacks HTTP super lightweight à embarquer dans notre application facilement, à déployer à côté facilement pour créer en fait un serveur de mock, des simulations très rapides. Ça devient un petit peu plus compliqué quand on a affaire à du Kafka, du MQTT, à ce genre de choses. Donc c'est un premier frein. Deuxième frein, c'est aussi la disponibilité des événements. Voilà, si je travaille sur un projet de Smart City avec tout un ensemble de capteurs qui doivent m'envoyer des indicateurs de qualité de l'air, de trafic, ce genre de choses, comment je fais quand j'ai besoin de commencer à travailler? Est-ce que j'attends que le capteur soit effectivement déployé sur site, qui me remonte des trames? Ça va quand même pas mal plomber en fait mon projet. Puis le dernier point, c'est effectivement, quand on est plusieurs à publier sur une même file, sur une même destination, comment je fais pour
garantir que ce qu'on m'envoie, voilà, c'est pas n'importe quoi, que ça correspond en fait aux standards que j'ai définis, comment je fais pour facilement pointer du doigt en fait justement le coupable, celui qui m'envoie n'importe quoi. Là aussi, en fait, c'est un vrai challenge, et tout ça, ça peut vraiment ralentir notre projet et mener à une qualité vraiment, vraiment faible sur ce qu'on va produire. Donc, globalement, là, vraiment, si je dois résumer, il y a tous ces challenges, c'est une grosse problématique. C'est comment, en fait, on va éviter, lorsqu'on crée l'application, lorsqu'on développe, lorsqu'on build cette application, un couplage fort qu'on veut absolument pas, en fait, au runtime. Au runtime, on a décidé de faire une architecture basée sur des événements, donc on va avoir un couplage super faible, d'accord. Par contre, si on l'a au build time, ça va nous allonger, en fait, la durée de vie de notre projet, irrémédiablement, d'accord. Donc vraiment, c'est la problématique majeure. Alors, pour faire ça, pour adresser ça, on peut trouver de l'inspiration, notamment du côté en fait, des technos qui existent, autour des API REST, et autour d'une vieille idée, alors qui n'a pas toujours été bien perçue, parce qu'effectivement, elle a été... elle est venue avec des technologies un peu complexes, alors bien sûr avec SOAP et les Web Services, mais même peut-être avant ça, levez la main ceux qui ont déjà fait du Corba, de l'IDL, ce genre de choses, voilà. Cette notion de contrat, voilà, qui était quand même assez complexe, parce que effectivement complexe à mettre en œuvre. Parce il faut un mouton à 5 pattes pour lire le WSDL, le XSD de façon fluide et comprendre exactement ce que ça retourne. Mais néanmoins, il y a tout un tas d'efforts ces dernières années pour rendre tout ça plus accessible, au travers d'outillages, au travers de nouveaux standards. Donc effectivement, voilà, Open API, ça redevient simple. On peut facilement justement lire un contrat et puis se mettre à imaginer des démarches pragmatiques où on va pouvoir exploiter facilement ce contrat, parce qu'il n'est pas impossible à produire, parce qu'on va pouvoir justement le produire assez tôt dans le cycle de vie et mettre en place des outils qui vont justement le dériver et l'exploiter. Alors, on a la même démarche côté des API asynchrones, avec ce nouveau standard justement, qui s'appelle Async API, qui est, on va dire, la spécification petite sœur d'OpenAPI, et qui va justement adresser spécifiquement toutes ces problématiques d'API event-driven, que ce soit sur Kafka, sur AMQP, sur WebSocket, etc. Donc, qu'est-ce que je trouve dans Async API? Alors, Async API, tout d'abord, c'est une initiative open source, d'accord, qui a rejoint la Linux Foundation. C'était en toute fin d'année dernière ou tout début de cette année, je ne sais plus exactement. Et l'objectif d'Async API, c'est vraiment de vous donner en fait tout l'outillage, toute la démarche pour décrire complètement votre API event-driven, d'accord, en utilisant tout type de protocole. Comme je l'ai dit, c'est en fait la spécification petite sœur d'OpenAPI, donc on va retrouver en fait une syntaxe très similaire, des analogies super fortes. On va toujours retrouver effectivement la possibilité d'utiliser par exemple JSON Schema pour spécifier des structures de données, mais pas seulement. On va pouvoir aussi notamment utiliser des choses qu'on connaît bien dans le monde Kafka, notamment tout ce qui est contrat de type Avro pour faire de la sérialisation binaire, et tout ça donc décrit avec Async API. Donc, dans Async API, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en fait un petit peu deux niveaux. Il y a un premier niveau, je dirais, qui est assez abstrait, qui est complètement agnostique du protocole, où vous définissez, on va le voir un petit peu après, voilà, vos structures de données et puis les différents endpoints. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie qui peut vous permettre là de spécifier justement des choses pour chaque protocole sur lequel vous voudrez exposer votre API. Donc il y a en fait la notion de binding. Vous pouvez commencer par définir une API de façon abstraite, et puis ensuite vous lui ajoutez un binding, un deuxième binding, un troisième binding, etc. Et donc aujourd'hui, on supporte, voilà, il y a une petite dizaine de bindings. Alors ça avance très très vite.
Je ne vais pas dire des bindings nouveaux tous les jours, mais il y a un bon rythme d'introduction de nouveaux bindings. Et puis la chose super intéressante, c'est que comme c'est open source, ben, on a un écosystème très riche et très dynamique autour d'Async API. Voilà, il faut voir que là, ça va très vite. La spécification 2.0 est sortie l'été dernier. Depuis, on a fait la 2.1 ce printemps, la 2.2 il y a quelques semaines. Donc, ça attire beaucoup de monde, c'est très dynamique, ça va de plus en plus vite. Et donc, dans cet écosystème, on va trouver déjà un playground. Donc, on va avoir une petite application qui vous permet de découvrir, de jouer avec la spec. Et puis, on va trouver tout un ensemble d'outils communautaires pour générer du code, pour générer de la documentation, pour éditer de façon graphique, de façon textuelle, voilà, une spécification. Et puis, on va le voir pour aussi moquer, simuler et tester avant justement d'avoir besoin de déployer un broker, de déployer des devices qui nous envoient des messages. Voilà. Si on regarde un petit peu l'anatomie d'Async API, alors les gens qui connaissent OpenAPI vont voir les similitudes. On trouve tout d'abord en en-tête effectivement une section information qui va nous permettre d'identifier de façon explicite notre API, d'accord, une version, un nom, des contacts, ce genre de choses. On va trouver ensuite potentiellement une liste de serveurs, d'accord, sur quel serveur vous avez accès à la sandbox, sur quel serveur vous avez accès à la production, dans quelles conditions de sécurité, ce genre de choses. Et puis vous allez trouver l'élément principal, c'est effectivement le channel, d'accord. Alors par analogie avec OpenAPI, un channel, ça va être effectivement un endpoint. C'est ce qui va se mapper ensuite sur justement le topic, la queue, la destination au sens large, liée en fait à votre protocole. Dans un channel, on va pouvoir décrire en fait des opérations, d'accord. Est-ce que je publie? Est-ce que je souscris? Voilà. Et puis, la partie super intéressante, c'est on va surtout gérer en fait des messages, des définitions de messages. Quelle structure vont avoir mes messages? Quel va être le content type de ces messages? Est-ce que c'est du JSON? Est-ce que c'est du Avro? Est-ce que c'est du XML? Pourquoi pas? Et la chose qui va nous intéresser, c'est que dans les messages, on va mettre des exemples. D'accord? Bien sûr, on peut spécifier des composants pour pouvoir réutiliser des définitions entre plusieurs channels, entre plusieurs messages, voire entre plusieurs specs, si effectivement on fait des imports et des références de différentes specs. Donc voilà un petit peu pour la vue d'ensemble. Alors, où est-ce qu'on va utiliser Async API quand on conçoit un système, quand on design un système? Prenons un exemple alors qui va nous suivre jusqu'à la fin de la session, c'est le fameux exemple qu'on voit sur toute application. Vous aurez besoin forcément à un moment de pouvoir enregistrer des utilisateurs, d'accord? Et autant l'enregistrement même de l'utilisateur, c'est une interaction synchrone. J'envoie mes informations d'utilisateur, voilà mes crédentials, et puis j'attends une réponse qui me dit « Ok, tu es bien enregistré ». Donc ça, c'est de l'API standard REST tel qu'on le connaît. Par contre, on sait qu'après, cette information de voici un nouvel utilisateur enregistré, on va pouvoir la partager avec un système d'envoi d'email pour la bienvenue, un CRM, un système de marketing, etc. Et c'est typiquement là, voilà, sur cette partie où il y a le petit éclair, l'interaction asynchrone, qu'on va utiliser Async API pour spécifier ce qu'on attend. Et donc, on va pouvoir spécifier ce genre de choses, dire, voilà, l'événement que je veux envoyer, ça va être envoyé sur un topic Kafka qui s'appelle registration utilisateur. Et puis, voilà, en fait, les différents champs, les différents formats que j'attends, qui seront effectivement émis. Et tout ça, justement, ça va être porté par mon contrat Async API. J'espère que ça démystifie bien pour vous le champ d'action d'Async API. Et voyons maintenant comment on va le mettre en œuvre de façon effectivement pragmatique. Et là, je vais passer effectivement à une partie tooling, parce que effectivement, jusqu'ici c'est bien beau, mais
on a écrit une spec, on a écrit un document. Comment on va faire en sorte que ça nous accélère les choses et ça nous facilite vraiment la vie. Et c'est là qu'intervient justement le projet sur lequel je travaille, qui s'appelle Microx. Alors en quelques mots, c'est un projet voilà, open source, bien sûr, Kubernetes native, ça se déploie sur du Kubernetes ou du Docker Compose sur votre laptop, et l'objectif, c'est vraiment de gérer toute cette partie simulation d'API, testing d'API. D'accord? Alors, la spécificité de Microx, c'est que, en fait, on va gérer cette partie mocking et testing pour tout type d'API. D'accord? Donc, c'est pas uniquement, bien sûr, aujourd'hui, on parle d'API asynchrones, mais avec Microx, on couvre les API asynchrones, les API REST traditionnels, les services gRPC, voire même les web services SOAP legacy que vous avez encore. Donc, la chose intéressante, c'est que ça vous permet en fait de déployer un tooling et une approche complètement homogène pour justement gérer en fait les différents types de services qui correspondent aux différentes strates de sédiments de votre système d'information. En fait. Donc, vous pourrez faire un petit tour sur le site Microx.io. Voilà, on est aujourd'hui en version 1.3.0. Et vraiment, si vous avez trois choses à retenir, vraiment les trois objectifs de Microx, c'est réduire la boucle de feedback. Donc vraiment vous permettre tout de suite de dire j'ai une idée, je fais un contrat et je vois tout de suite comment ça se comporte dans la vraie vie pour avoir un feedback des utilisateurs, pour savoir si j'ai pas oublié, si je me suis pas trompé de typage sur un champ, si c'est facile, pas facile à utiliser, ce genre de choses. Donc derrière ça, l'objectif, c'est bien sûr de permettre aux gens de développer en parallèle et pas avoir à attendre une application, un device, un sensor déployé pour vraiment commencer à jouer avec les API. D'accord. Et puis le troisième point, c'est de se dire, une fois que mon implémentation, elle sera faite, elle sera réalisée, je réutiliserai justement mes contrats, je réutiliserai Microx pour valider mon implémentation et m'assurer qu'elle est conforme à ce que je voulais faire, à ce que j'ai défini. Alors, il y a une notion importante pour faire ça et qui est exploitée dans Microx, c'est la notion d'exemple. On a parlé de contrat, d'accord, Async API, Open API, avant ça WSDL, et puis il y a cette notion d'exemple. Et en fait, nous on trouve que c'est quelque chose qu'on avait un petit peu tendance à négliger les exemples. En fait, souvent on laissait des outils générer pour nous des exemples, et puis on se retrouvait avec toutes les chaînes de caractères qui avaient une valeur string, tous les entiers qui avaient la valeur 1. Voilà. Nous on pense dans l'équipe Microx que vraiment c'est super important de justement passer du temps à définir des beaux exemples, des exemples de la vraie vie qui vont nous permettre vraiment d'illustrer en fait les attentes du métier. Et la chose super intéressante, ce qu'on va exploiter dans Microx, c'est qu'à partir du moment où ça c'est bien fait, où on a des exemples qui veulent dire quelque chose, on va pouvoir utiliser ça comme des spécifications exécutables. D'accord? Et donc, à partir de spécifications exécutables, produire des mocks, produire des tests. Et donc, dans le cadre des API asynchrones, ce qui est super intéressant, c'est que justement, dans Async API, on va pouvoir et à la fois mettre le contrat et à la fois attacher les exemples qui vont permettre de vraiment traduire ce qu'on veut dire, ce qu'on attend exactement. Un dernier petit schéma pour vous montrer un petit peu les différents use cases et puis on passera en mode démo. Alors, vous voyez, ce qu'on va reproduire dans la démo, on va travailler en deux temps. Le premier temps à gauche, c'est ce que fait en fait le provider d'API. Il réfléchit à une idée, il élabore son contrat. Alors, on va voir que c'est souvent de façon itérative, incrémentale. Et puis, en fait, il va donner son contrat tout de suite à Microx. Et Microx, lui, va générer justement automatiquement des simulations pour permettre à un consumer de commencer à travailler. D'accord. Et puis, quelques jours, quelques semaines plus tard, quand l'équipe de dev aura commencé à bosser, effectivement, l'idée, c'est que on déploiera un composant qui implémente l'API, et puis on pourra vérifier cette fois avec Microx que notre composant, il est effectivement conforme par rapport au contrat. Et puis, chose super intéressante, c'est qu'il est peut-être conforme au contrat de la V2.5, par exemple, mais il est toujours conforme au contrat de la 2.4, la 2.3, la 2.2, etc. Si on se met dans une logique de versionning sémantique, où on veut vraiment assurer la compatibilité ascendante.
On peut faire plein de tests avec Microx, j'y reviendrai un peu plus tard. Allez, le temps file, passons à un moment magique, simple moment de démo, en espérant que les dieux de la démo seront avec moi. C'est parti. Hop, alors, commençons par, voilà, je suis sur le site Async API, vous voyez, alors en plus, il y a une super conférence et un hackathon qui sont organisés là sur fin octobre, novembre. Donc, si vous voulez en apprendre plus, c'est vraiment la bonne occasion de découvrir Async API. Donc, il y a plein de choses, il y a des tutos, il y a tous les outils, il y a une communauté voilà, qui vous permet d'accéder à tout un ensemble d'outils voilà, de Workspace Slack, vraiment très dynamique. Nous, la chose qui nous intéresse, c'est le playground. D'accord, donc on va commencer par ouvrir un playground. Et on voit tout de suite, alors je vais faire un petit peu plus grand, on voit tout de suite un petit peu la physionomie d'un document Async API. Je retrouve mes infos, d'accord, mon nom, ma version de service. Je vais retrouver justement mes channels. Et donc ici, je vais définir un channel sur justement qui sera un topic en fait où je vais envoyer les événements relatifs à l'enregistrement au sign-up d'un nouvel utilisateur. Et puis je vais dire que c'est une opération de souscription, d'accord, avec un message, le user signed up message. Alors, juste une opération de souscription, il y a une chose un petit peu difficile dans Async API, c'est que pour comprendre, en fait, ici, si on utilise subscribe ou publish, il faut toujours se mettre dans la perspective de celui qui consomme, d'accord, qui va utiliser l'API. Et donc, moi, en fait, utilisateur de l'API, j'aurais besoin de souscrire. Donc, je vais consommer des messages. Ça veut dire qu'il y aura un composant qui publiera ces messages. Donc après, on retrouve ici le format standard de voilà, JSON Schema, un message. On va pouvoir définir une payload voilà, avec des propriétés, le nom et l'email. Tout simplement. D'accord ? Alors, on va compléter un petit peu cette chose. Et donc, notamment, ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est effectivement ajouter des exemples. D'accord? Alors, les exemples, ça va se mettre au même niveau que la payload. D'accord? Un exemple. Alors, toujours rigolo, ces indentations. Je suis bien au niveau de la payload, oui. Voilà, exemple. Et puis, je vais voilà, prendre un premier exemple. Alors, je le copie-colle ici. Voilà, tout est bon. Donc ici, je peux définir un exemple. J'ai un nom, effectivement, John. D'accord. Et puis, je lui donne un véritable nom, une véritable email adresse. Voilà. Et c'est tout. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer déjà à utiliser Microx et avoir du feedback sur ce que je veux produire. Alors, on va justement démarrer Microx pour vous montrer effectivement qu'on est en live. Là, ce que je vais utiliser, c'est simplement la version Docker Compose de Microx. Donc, d'accord, j'ai récupéré le Docker Compose, je démarre ça, et je vais avoir un Microx sur mon laptop d'ici quelques secondes. Donc, ce que je vais faire, c'est tout de suite récupérer mon document Async API. Je peux le télécharger ici. Hop, voilà. J'ai mon document Async API, et puis ce qui m'envoie, c'est un zip. Donc, je vais le dézipper. S'il accepte, voilà. Je vais le laisser là sur le côté. Voilà. Pendant ce temps-là, mon Microx doit être démarré. Je vais me revenir sur localhost 8080. Pas encore, on va lui laisser une petite seconde. Alors. J'ai bien envoyé la bonne commande, regardons. Ouais. J'ai une machine qui souffre un peu peut-être. Voilà, c'est bon.
Youpi. Alors, décidément, c'est la fin de semaine. Bon, ça va arriver, j'espère. Donc, Microx, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser justement, comme il accepte tout type d'API, comme un petit peu un repository pour gérer vos API. Et vous allez pouvoir notamment importer des nouveaux contrats d'API dans Microx. Donc, je suis sur la page d'accueil, je n'ai pas d'API dans mon référentiel. Et ce que je vais vouloir faire, c'est importer. Alors, je peux importer de différentes façons, on verra tout à l'heure un petit peu comment on fait, mais là, moi, ce que je veux, c'est simplement uploader, puis je vais prendre mon fichier async API, je le mets ici, hop, et je l'upload. Ah, il a découvert account service 1.0. Vous voyez? Donc, si je vais dans mes API services, je vois account service, d'accord? Je retrouve en fait les informations, le contrat API, ce genre de choses. Je retrouve les opérations, d'accord? Et je vois tout de suite que, en fait, mon exemple, mon fameux exemple John, voilà, il fait partie, il a été intégré comme un mock disponible. Et puis, parce que c'est mon settings par défaut de Microx, effectivement, je vois que j'ai un binding disponible qui est Kafka, d'accord. Et automatiquement, dès que j'ai importé en fait mon fichier async API, il m'a mis à disposition en fait un nouveau endpoint, un nouveau topic sur lequel en fait il simule l'envoi de messages. Donc, on peut se connecter à ce topic. Si je me mets ici, voilà. Je vais utiliser Kafka 4. D'accord. Et puis, je reprends effectivement le topic qui a été créé par Microx. Voilà. Toutes les 3 secondes, vous voyez, je vais recevoir un nouveau message. Donc ça, en tant que consommateur de l'API, je peux commencer à jouer, je peux commencer à développer mon composant Kafka Stream, mon consommateur, tout ce que je veux. J'ai pas encore d'implémentation qui y envoie, mais je sais que ce que je vais recevoir, c'est ça. Donc ça, c'est assez sympathique. Donc, on va revenir en fait sur notre design d'API, et puis on va vouloir effectivement, par exemple, dire, voilà, je vais ajouter un deuxième exemple. Alors, parce que les exemples qui sont toujours identiques et statiques, c'est bien, mais on a vu mieux. Je vais ajouter un deuxième exemple en utilisant certaines fonctions de Microx. Dans Microx, je vais pouvoir notamment utiliser des expressions comme celle-là pour dire, ici, en fait, tu vas me générer en fait un nom aléatoire. Comme ça, j'aurai un petit peu de variation. Je n'aurai pas toujours la même chose. D'accord? Donc ça, c'est assez sympathique. On va voir dans une seconde ce que ça donne. Et puis, je vais compléter en fait ma définition d'API. Je vais voilà, utiliser ici un display. Alors, je vais remplacer, je ne vais pas dire un display name. Ici, je veux un ID. D'accord? Ce sera l'identifiant unique de l'utilisateur. Et puis, par exemple, je vais pouvoir ici compléter mes fameux exemples en disant le premier, je mets une valeur statique. Et le deuxième, je mets une valeur, là aussi, qui sera complètement dynamique en utilisant les fonctions de Microx. Et donc, ici, tu me généreras un UID. D'accord? Puis, pour que ce soit plus rigolo par la suite, on va se rajouter des contraintes. Donc, notamment au niveau de la définition de notre structure de données, on va pouvoir rajouter, en fait, des champs requis. D'accord? Ici, je vais dire l'ID, le display name et l'email sont obligatoires et je veux absolument rien d'autre. Donc là, j'ai itéré, j'ai une deuxième version de ma spec, je vais pouvoir la télécharger. Même combat ici, hop, je vais revenir en Microx, revenir sur les importeurs, et puis je vais pouvoir uploader ma nouvelle révision de fichier. Upload. Check. Je reviens sur ma définition de service. Donc vous voyez que maintenant j'ai 2 samples ici. D'accord. J'ai un sample John, un sample random. Et puis si je vais voir effectivement ici,
ben, vous voyez que ça y est, je reçois maintenant 2 messages, dont un message effectivement qui va contenir des données variables avec un nouvel UID supplémentaire à chaque fois. Donc de façon très rapide, je peux itérer, je peux compléter ma spec, et puis bien sûr, celui qui s'attend à recevoir le message, ben, il a immédiatement les mises à jour de ce message. Alors, une dernière petite chose à vous montrer sur toute cette partie effectivement spec, c'est l'aspect multi-protocole, d'accord? Pour l'instant, on n'a fait que du Kafka, c'est le binding par défaut dans Microx, mais vous pouvez faire d'autres choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est que notamment, on veut quand même toujours du Kafka, donc on va rajouter un binding explicite ici. Alors, on va le mettre voilà, ici. On va dire, je veux un binding de type Kafka, et dans ces cas-là, il faut que je spécifie en fait la clé de mes records Kafka, le type de clé, d'accord? Et je vais vouloir rajouter un autre binding parce que mon service, je veux le rendre aussi disponible en WebSocket, d'accord? Parce que en interne de l'entreprise, j'utilise du Kafka. Par contre, quand je parle à des partenaires extérieurs, je leur expose à endpoint WebSocket. C'est comme ça, j'ai décidé de mettre en place cette architecture. Alors là, la chose un petit peu tricky au niveau de la spec, c'est que le binding, en fonction du type de protocole, ça ne se met pas forcément toujours au même endroit. Ça peut se mettre dans la définition du message parce qu'on a besoin d'éléments du message. Dans le cadre de WebSocket, ça se met au niveau du channel. D'accord? On va rajouter un binding de type WebSocket et on va dire qu'on utilise la méthode HTTP POST. Même chose, je vais retélécharger. D'accord. Recommencer mon opération. Alors, je vous montrerai après qu'il y a plus simple et plus sympathique. Et là, cette fois, voilà, ici, hop, j'upload. Voilà. Normalement, c'est fait. Est-ce que ça a marché? J'étais un peu distrait. J'ai jeté un œil sur le chat. Ouais, ça a marché. Vous voyez maintenant, j'ai 2 bindings disponibles. Un Kafka, un WebSocket. Donc, même chose pour le WebSocket. Si je veux, je peux effectivement tout à fait utiliser ce endpoint-là qui a été mis à disposition par Microx. Je me mets dans un client WebSocket. Alors là, j'en ai un petit client sous forme de chat. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est je hop, copier ça. Je mets là. Et puis, je vais me connecter. Voilà. Et là aussi, toutes les 3 secondes, alors c'est complètement variable, hein, c'est complètement paramétrable. Je vais récupérer là aussi des messages WebSocket différents et commencer à pouvoir, en tant que partenaire, m'interfacer avec ce endpoint WebSocket qui sera fourni plus tard. Bon, très bien, on a fait ici le premier use case, d'accord. J'ai, en tant que provider d'API, j'ai une simulation, j'ai un feedback rapide sur ce que j'ai fait. Je sens que ça marche. Et puis maintenant, en fait, mes devs, ils ont bien bossé. D'accord. Ce que je veux, c'est tester en fait ce qu'ils ont fait réellement. Et pour ça, dans Microx, en fait, j'ai un petit bouton ici. Je peux lancer un nouveau test. D'accord. Je dis que le service under test, c'est bien mon API account service. D'accord. Et puis, ce que je vais spécifier ici, c'est simplement un endpoint Kafka. D'accord. Donc, pour ça, en fait, je vais utiliser le Kafka local qui vient avec Microx. Donc, simplement, c'est Kafka, voilà. Ici, user registration. Je vais lui dire que je teste cette opération. Et donc, je vais aussi pouvoir utiliser un runner. Alors, le runner, c'est voilà, la vérification en fait, du schéma Async API. Donc, globalement, qu'est-ce que je vais faire? Microx, je vais me connecter à un topic Kafka quelque part dans l'organisation. Je vais me mettre en écoute en fait, des messages. Et puis, je vais vérifier que tout ce qui passe est bien conforme en fait, au schéma que j'ai défini dans ma spec Async API. Donc, on peut simuler ça facilement. Voilà, alors imaginons ici, je vais arrêter ça. Et j'ai écrit un petit programme Node voilà, qui produit des messages sur un topic, sur le topic user registration. Donc, je vais me mettre à produire des messages sur ce topic. Voilà, c'est bon, ça produit des messages. Et donc, je vais pouvoir lancer mon test.
lancer mon test, je suis connecté au Kafka, normalement. Ah, j'ai reçu un résultat, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais voir le résultat. Je vois que j'ai reçu un message. Bah oui, c'est pas bon parce qu'en fait, ce que m'a envoyé l'équipe Dave, c'est pas ID, display name et email, c'est ID et full name et en plus âge. Donc globalement, c'est pas correct. Je laisse pas passer. Donc j'échoue le test. D'accord, je pourrais le retenter, demander à l'équipe de modifier, etc. pour avoir un test vert. Donc, vous voyez, la chose intéressante aussi, c'est que ces tests, je vais pouvoir en fait en lancer plusieurs sur des versions d'API différentes pour vérifier toutes mes contraintes de compatibilité ascendante. Et puis surtout, je vais pouvoir les lancer de façon complètement automatique. On ne veut pas avoir un bonhomme devant l'écran qui fasse du launch test à tout va. D'accord ? Donc, je vais vous montrer maintenant comment on peut faire pour le lancer de façon complètement automatique. Alors, je reviens un petit peu à mon use case. Sur mon composant user registration, vous vous souvenez, en amont, il faut qu'il y ait aussi une API, REST Open API, qui accepte justement de faire des enregistrements. D'accord. Et en fait, ce qu'on va vouloir tester, c'est en fait le lien entre les deux. C'est de se dire, quand je déploie mon composant user registration, je veux vérifier que mon API REST, elle est bien là pour accepter les enregistrements, et que quand je fais un enregistrement, bah, j'ai bien un message Kafka qui soit produit, message qui est conforme au schéma que j'ai défini. Et donc ça, on va pouvoir le faire facilement avec Microx, en l'intégrant justement dans votre pipeline CI/CD. Alors on fournit différents types de plugins, du Jenkins, du Tekton, du GitLab Action. Il y a aussi un CLI super simple. Mais globalement, vous allez pouvoir faire ça très facilement. Alors, un petit exemple ici, j'ai déployé voilà, mon composant de user registration qui est là. Vous voyez, il y a mon cluster Kafka qui est ici. Ici, je suis sur un environnement Kubernetes OpenShift. D'accord. Et du coup, je peux définir en fait des pipelines. Alors, sur OpenShift, on utilise la technologie Tekton. Mais je dirais le principe est le même après, quelle que soit la techno. Et donc, dans mon pipeline, si je regarde un petit peu, voilà, ici mon pipeline, je vais le mettre en un peu plus grand. En fait, le principe, c'est qu'on va faire des branches, c'est-à-dire qu'on va builder et déployer notre application. Et puis, on va avoir une branche où on va tester les interfaces REST, éventuellement avec des versions différentes. Et puis, une branche parallèle où on va demander à Microx de tester la partie Async API. D'accord ? Et puis, si effectivement les deux branches sont correctes, c'est uniquement à ce moment-là qu'on réalisera la promotion en fait, de l'application. Alors allez, on peut se lancer un petit pipeline pour le fun. D'accord. Je peux vous montrer le run précédent qui avait marché. Tout était vert. Et en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va brancher notre pipeline avec une instance de Microx déjà déployée. D'accord. Et typiquement, je vais vous montrer cette instance. Voilà, elle est ici. Dans cette instance, j'ai mes deux définitions d'API. Ma REST et mon event. D'accord. Ces deux définitions d'API, la chose aussi intéressante, c'est que je ne les ai pas importées manuellement. En fait, je les ai simplement extraites d'un Git. J'ai la possibilité, avec Microx, de me connecter à un Git et d'aller découvrir en fait, des services, et puis ensuite d'être triggeré à chaque fois que je fais justement une modification de mon contrat REST, de mon contrat OpenAPI, de mon contrat Async API. Donc ça va faire que ma définition des services, effectivement, ça va être toujours up-to-date avec la dernière release qui se trouve dans le Git. Et puis, bien sûr, je ne sais pas où on est le pipeline. On va voir. Ici, côté de cette API, voilà. Vous voyez, ça y est, j'ai des petites barres vertes. J'ai deux tests. Alors, celui que j'avais lancé ce matin pour m'assurer que tout allait bien. Celui qu'on vient de faire à l'instant. Et j'ai bien testé, effectivement, sur un vrai cluster de prod, dans mon cluster Kubernetes, cluster sécurisé. J'ai bien été, justement, validé que tout ça fonctionnait bien et que on avait bien effectivement un pipeline complet avec une API REST, une API A5, les deux étant liés et toutes les deux produisant de bons messages conformes au schéma. Alors, ça marche aussi avec des GitHub Actions.
Voilà, j'ai un petit, voilà, il y a un petit repo de test qui peut vous montrer ça. On a des GitHub Actions, voilà, c'est hyper simple. Alors on peut triggerer l'import de nouvelles API, ou on peut aussi très simplement, voilà, faire appel à une Microx test GitHub Action, voilà, où on lui demande teste-moi cette API sur ce endpoint, et après lui se débrouille. Donc ça veut dire que vraiment, à chaque nouveau commit, à chaque nouveau push, vous pouvez réimporter votre contrat s'il a bougé. Vous pouvez bien sûr builder votre application, faire les tests unitaires, faire le déploiement. Et puis après ça, demander à Microx de vérifier que justement toutes vos API, synchrones, asynchrones, sont open running et sont surtout conformes aux éléments de schéma que vous avez fournis dans vos contrats. Voilà un petit peu pour cette démo. Je vais m'approcher de la conclusion. Alors, ça, on l'a vu, c'était multi-protocole support. Très bien. Voilà, la fin de la démo. Une chose hyper importante, c'est que là, on a fait des choses simples avec du JSON Schema. D'accord. On gère bien sûr tout ce qui est Avro, connexion à une registrie, publication automatique à une registrie. Donc, voilà, si vous voulez moquer du Avro, vous pouvez aussi directement publier dans votre registrie. On peut se connecter à n'importe quelle distribution de Kafka, complètement agnostique. Donc ça vous permet effectivement d'être hyper souple et de vous dire tous les Kafka, toutes les distribs de Kafka on-premise, sur le cloud, voilà, si je suis dans une approche complètement hybride, effectivement, je peux les faire entrer et adresser ces use cases avec Microx. Pour conclure, les bénéfices de tout ce qui est Async API, vous avez vu, la chose intéressante, c'est que on peut définir l'ensemble de l'espace de l'univers EDA avec Async API, les messages, les destinations, les serveurs, la sécurité, voilà. Tout ça, effectivement, ça rentre dans le scope de la spécification et c'est somme toute super simple à spécifier. On peut facilement mettre en place des approches contract first et puis en tirer parti avec derrière, je disais, un écosystème super riche pour générer de la doc, générer du mock, générer du code, générer du test. Et donc vraiment mettre en place cette chaîne automatique à chaque fois que je touche mon contrat, doc, mode, mock, code, test, je remets tout à jour. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est agnostique du protocole et on permet notamment aussi la composition avec un autre standard qui est en train d'émerger. On en parlait, je crois que c'était Loïc Mathieu qui en parlait ce matin, effectivement, de Cloud Events. Et en fait, les deux, Async API et Cloud Events, s'articulent assez bien parce qu'on est sur des scopes différents. Et ça, c'est super intéressant. En fait, on n'a pas à choisir l'un ou l'autre. On peut tout à fait associer et mixer les autres. Je vais finir effectivement par ma petite promo sur Microx. Vous avez vu, ce qu'on veut, c'est faciliter la collaboration parce qu'effectivement, vous allez pouvoir réutiliser des assets existants. On ne va pas vous imposer un nouveau format, c'est OpenAPI, Async API, vous avez des Postman Collection, vous avez des projets OpUI, ça marche, vous pouvez tout mettre dans Microx. Et derrière, ça vous permet effectivement de mettre en place une boucle de feedback super rapide. D'accord. Du coup, vous avez une approche qui est complètement uniforme. D'accord, REST, Async API, gRPC, depuis la version 1.3. Vous avez le même outil, la même approche et donc les mêmes automatisations possibles pour votre chaîne CI/CD. Et puis, voilà, vous avez une simulation en continu, une validation de la conformité en continu. Et ça, c'est super intéressant, justement, quand on commence à être sur des schémas complexes de versionning avec voilà, plusieurs versions qui sont gardées en parallèle pour des consommateurs, pour des partenaires qui n'ont pas tous de versions en même temps. Voilà, ça c'est la vraie vie, on ne peut pas imposer une seule version. Donc tout ça, vous allez pouvoir l'industrialiser justement avec Microx. Chose super intéressante aussi, et qui va arriver très vite, c'est qu'on travaille sur un hub communautaire pour vous permettre de partager et facilement justement réutiliser en fait des mocks, des tests, alors des mocks, des tests de standard, mais aussi de produits. Donc typiquement, si je vous montre effectivement cette instance-là, elle est configurée pour utiliser le Microx Hub. Et puis si vous vous dites, moi je voudrais jouer avec, voilà, je suis dans le domaine de la banque, je veux jouer avec les dernières API PSD2 fournies par State, et je peux facilement voilà, les installer. Je fais un direct import, les installer dans mon instance et hop, j'ai des API PSD2 prêtes à l'emploi pour justement commencer mon application Open Banking
Voilà, donc on fait ça avec différents standards, avec différents partenaires. Ça commence à se remplir. Voilà. Et le petit dernier mot de la fin. Merci à vous de votre attention. Essayez, faites-nous des feedbacks. Si ça vous plaît, contribuez. Il y a plein de choses à faire, plein de choses super intéressantes et rigolotes. N'hésitez pas. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis une bonne fin d'event. Merci. Super, Laurent, merci beaucoup. Ouais, c'est super sympa le sujet. C'est vrai que c'est un sujet qu'on rencontre assez souvent, là, les problématiques de contrat. Ouais. C'est clair. Ça donne envie de l'essayer, l'outil. Faut surtout pas hésiter. Je vois qu'il y a une petite... Je sais pas, on a encore un petit peu de temps pour ouais, questions. on a encore quelques minutes, jusqu'à 16h30 maxi, mais pas de souci. Ouais. Il y a une question d'Amaury. Pour les tests de couplage entre API REST et Event, il faut que ton contrat d'interface de ton API REST soit le même que celui de l'API Event. Non, alors en fait, faut être bien conscient que ce qu'on fait au niveau Microx, c'est du test de contrat au niveau syntaxique. D'accord? Donc les contrats peuvent être différents. On va valider les requêtes-réponses REST d'un côté, les événements IMI de l'autre côté. Pas de problème. Par contre, on ne va pas faire de validation sur la donnée, sur la corrélation des données entre l'un et l'autre. Donc, c'est effectivement la limite de l'exercice. Là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand on fait un double embranchement dans le pipeline CI/CD, on sait qu'on est dans la même unité de temps et qu'il n'y a que le moteur CI/CD qui sollicite. Donc, effectivement, on peut dire qu'on valide bien le conditionnement des deux appels, mais on ne fait pas de validation de data. Par contre, ce qui pourrait être tout à fait fait, et je sais qu'il y a des utilisateurs dans la communauté qui le font, qui commencent à regarder ça, c'est que comme on enregistre toutes les datas échangées lors d'un test côté Microx, il serait tout à fait possible après coup de réinterroger Microx, de réextraire justement les données envoyées sur l'API REST, les données émises dans l'événement, et puis revalider là aussi du coup que les transformations, qu'il y a bonne corrélation, un bon matching entre les données de part et d'autre. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez poursuivre la discussion aussi sur Twitter. Je vais mettre aussi dans la room, allez, arbitrairement, je vais choisir la room 1, si vous voulez me poser quelques questions d'ici la fin de journée. Merci beaucoup, Laurent. N'hésitez pas pour les feedbacks, j'ai mis le lien. Ouais. Merci beaucoup. Super, merci à toi. Et puis, merci à vous. À très bientôt. Ok, bonne fin de journée. Salut. Ciao.